La plupart des directeurs d'opinion dans des pays africains ou d'afro-descendants ne se donnent pas pour mission de conscientiser nos populations sur les problèmes socio-économiques ou politiques. Ils font au contraire dans le divertissement, dans la distraction, contribuant ainsi du même coup à l'abrutissement et à l'aliénation de nos peuples. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, été 2021, page 97. Vidéo et montage Technical Fall Production, microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, nous allons nous appesantir ce matin sur le rôle immense des médias dans nos crises sociales. Vous savez, on peut difficilement surestimer le rôle des médias dans une collectivité. On peut difficilement surestimer le rôle des médias dans nos pays. Plus les médias comprennent leur importance dans les crises que traversent nos pays, plus, ce me semble, ils seront en mesure d'aider à en sortir. Malheureusement, comme je l'ai dit et comme je l'ai lu tout à l'heure, la plupart de nos directeurs d'opinion utilisent leur micro, utilisent leur plateforme, utilisent leur influence pour faire dans la distraction, pour faire dans le divertissement. Alors que l'heure est grave, nos crises sont profondes et les médias, précisément parce qu'ils sont des lieux de production de la pensée et surtout des lieux de diffusion de la pensée, devraient mettre l'épaule à la roue pour aider nos populations à sortir de nos sempiternelles crises. Nous allons donc, comme je viens de l'annoncer, regarder les rôles que jouent en ce moment les médias dans nos pays et les rôles qu'ils devraient jouer pour aider nos populations à prendre conscience de leur situation et pour les aider à en sortir. La table est mise, vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons nous dire, aujourd'hui encore, les vraies affaires. À tout à l'heure. Vous savez, quand on fait la lecture sociopolitique d'une crise, il y a de ces pôles d'activité qu'on doit considérer, il y a de ces pôles d'activité que l'on doit prendre en considération pour comprendre véritablement la nature de la crise ou des crises en question. Car ces pôles d'activité sont les premiers témoins de l'état d'une collectivité. Ces pôles d'activité, dont je vais vous parler tout à l'heure, sont en réalité des miroirs. C'est comme des caisses de résonance d'une collectivité. Exemple, quand vous avez une société qui ne produit pas suffisamment de penseurs, quand vous avez une collectivité qui ne produit pas suffisamment d'hommes et de femmes conscients, eh bien, vous devez regarder l'école. Car c'est l'école
qui forment l'homme et la femme de demain. Quand vous avez des gens qui sont indifférents aux problèmes de leur environnement, quand vous avez des gens qui sont indifférents aux problèmes de leur collectivité, ne commencez pas plus loin, commencez par regarder dans l'école. Parce que l'école, c'est la matrice où se forme le citoyen ou la citoyenne de demain, en sorte que le citoyen d'aujourd'hui, c'est le fruit de l'école d'hier. Quand vous voulez comprendre la nature d'une crise sociale, eh bien, regardez aussi comment fonctionnent les familles, quel est l'état des familles, quelle est la solidité des familles, n'est-ce pas? Et en regardant les familles, on a une bonne idée des raisons pour lesquelles, eh bien, les collectivités sont là où elles sont. Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées dans les familles? Ces valeurs-là qui sont véhiculées dans les familles, est-ce qu'elles sont en adéquation, n'est-ce pas, avec le temps? Et en regardant ce qui est véhiculé dans les familles, on a une bonne idée des raisons pour lesquelles les jeunes se comportent de telle ou telle manière. Quand on veut comprendre une crise sociale, mais il faut regarder aussi dans la mesure où la société est une société religieuse, et c'est le cas de nos sociétés africaines, c'est le cas de nos sociétés d'afro-descendants, eh bien, quand une société va mal, quand une collectivité va mal, eh bien, on peut regarder aussi dans les religions. Pourquoi? Parce que les religions, se présentant justement comme les dépositaires de la parole de Dieu, véhiculent des valeurs absolues. Et donc, quand on veut comprendre une crise, on peut jeter un œil sur ce qui se passe dans nos églises. On peut jeter un œil sur ce qui se passe, n'est-ce pas, dans nos mosquées pour les sociétés musulmanes. Bref, quand on veut comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe dans une société, on n'a pas le choix que de regarder dans les lieux religieux, dans les lieux de culte, parce que les lieux de culte sont aussi les lieux de transmission de valeurs. Ce sont des lieux de production de pensée. Je n'exagère pas en disant qu'un religieux produit une pensée. Je n'exagère pas en disant qu'un imam, qu'un rabbin, qu'un pasteur, un prêtre, n'est-ce pas, sont des producteurs de pensée. Pas nécessairement de pensée scientifique, pas nécessairement de pensées universitaires, mais quand vous avez des gens qui, semaine après semaine, s'assoit devant vous, attendant une nouvelle parole, eh bien, le leader n'a pas le choix que de produire une certaine pensée. Donc, quand une société est en crise, on peut, pour comprendre la nature de la crise, jeter un œil sur les lieux de culte, car les lieux de culte sont des lieux de production de la pensée. Dans la mesure où nous avons des sociétés qui lisent, eh bien, le travail des auteurs, le travail des romanciers en particulier, ce travail-là est un témoin de l'état de nos collectivités. On aime à dire que la littérature est toujours témoin de son temps. Donc, quand on veut comprendre la nature d'une crise, on peut aussi regarder ce qui s'écrit, ce qui se véhicule dans la littérature. Et pas seulement dans la littérature, les œuvres, n'est-ce pas, des artistes sont de beaux miroirs de ce qui se passe dans une collectivité. En ma qualité de théologien, j'aime à dire que les artistes d'aujourd'hui sont au fait les prophètes d'hier. Dans les sociétés religieuses, les prophètes étaient des porte-paroles de Dieu qui annonçaient un certain avenir, qui annonçait un certain futur, et on écoutait les prophètes pour savoir de quoi demain allait être fait. Eh bien, les artistes, vous savez, remplissent ce rôle-là. Quand on veut savoir à quoi ressemble une société, écoutez les chansons des artistes. Si la plupart des artistes font dans la banalisation, n'est-ce pas, des problèmes, si la plupart des artistes, n'est-ce pas, sont indifférents aux problèmes, c'est pas compliqué, la société sera elle-même indifférente aux problèmes. Et donc, les artistes ont un rôle important en ce que leurs œuvres sont des lieux de production de pensée. Même une pensée qui invite à la distraction est quand même pensée.
Et lorsque la majorité des artistes font justement dans la distraction, lorsque la majorité des artistes font justement dans l'indifférence, on finit par avoir une société d'indifférents. A contrario, lorsque vous avez des artistes qui majoritairement font de la musique engagée, qui majoritairement produisent, n'est-ce pas, une œuvre littéraire engagée, lorsque vous avez une société dans laquelle les peintres, n'est-ce pas, produisent de la peinture engagée, eh bien, la société elle-même finit par être engagée. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que le palais national, qu'il n'y a pas que le Parlement qui soit des témoins de l'ampleur d'une crise sociale. Eh bien, ces lieux de production de la pensée dont je vous parle sont en réalité des caisses de résonance de l'état dans lequel se trouve une collectivité. Et enfin, je pourrais multiplier d'autres exemples, vous parler d'autres lieux de production de la pensée, d'autres lieux de diffusion de la pensée, et donc, vous avez enfin les médias. Tels sont les médias d'une collectivité, tel est le niveau de vie de cette collectivité. Ça, c'est important de le dire. Au fait, le véritable thermomètre, le véritable baromètre, n'est-ce pas, d'une collectivité, ce sont les médias. En sorte que quand vous venez d'arriver dans une collectivité, quand vous venez d'arriver dans un pays, quand vous venez d'arriver dans une ville, eh bien, quel est votre réflexe avant de vous balader dans les rues pour commencer à prendre le pouls de cette collectivité? Mais vous allez ouvrir la télé, vous allez, n'est-ce pas, ouvrir la radio, vous allez lire le journal, vous irez, n'est-ce pas, sur les médias sociaux pour voir ce qui fait l'actualité. Ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe véritablement dans cette collectivité-là. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est pour vous aider à comprendre la responsabilité des médias dans nos crises sociales. Je vais donc, dans l'émission d'aujourd'hui, commencer par brosser avec vous une typologie des médias chez nous en Haïti en fonction des époques, en fonction des périodes historiques. Et je terminerai l'émission par ce que l'imaginaire très fertile de l'haïtien appelle aujourd'hui des marchands de micros. Vous savez, chaque peuple a sa façon à lui de nommer une problématique. Chaque peuple a sa façon à lui, n'est-ce pas, de pointer du doigt l'une des causes qui explique une crise. Et dans l'imaginaire haïtien, avec raison, on dit, écoutez, vous savez, on n'a plus de bons médias parce qu'aujourd'hui, on a majoritairement des marchands de micros. Au fait, en créole, on appelle ces gens-là des marchands de micros. Et ça, c'est une expression typique de l'haïtien, n'est-ce pas? Mais c'est une expression qui, lorsqu'on l'aura comprise, va nous aider à comprendre, mais pourquoi nos sociétés sont dans cet état d'aliénation, pourquoi nos sociétés sont dans cet état de zombification, selon mon terme, c'est parce que les médias, tout en reconnaissant leur immense rôle, choisissent, n'est-ce pas, de vendre leur âme au plus offrant. Donc je vais commencer par une typologie des médias de chez nous, et vous verrez que c'est une typologie qui progresse, qui évolue, n'est-ce pas, en fonction de la période historique, parce que, comme je viens de vous le dire, les médias sont une caisse de résonance, les médias sont le baromètre, que dis-je, le miroir plus ou moins fidèle, n'est-ce pas, du niveau de conscientisation d'une société, et dépendamment, n'est-ce pas, de l'époque considérée, la typologie va changer pour arriver aux années 2000, où depuis une dizaine d'années, les Haïtiens vont parler des médias en termes de marchands de micros. Si vous permettez, je vais commencer par
l'époque des Duvaliers. Pourquoi l'époque des Duvaliers? Parce que, ben tiens, c'est une époque que je connais bien. Je suis né sous François Duvalier, 2 ans avant la fin de François Duvalier. J'ai grandi sous Jean-Claude Duvalier. Et ce dont je vais vous parler, ce n'est pas seulement en ma qualité de théoricien de la chose ou d'historien, mais je vais en parler en ma qualité de praticien. Parce que j'ai commencé à faire de la radio dès l'âge de 15 ans, imaginez, ça fait, bon Dieu, des lunes, des lustres, et j'ai vu cette typologie des médias changer au fil, n'est-ce pas, des ans, au fil des époques politiques d'Haïti. Et je suis sûr que nos frères et sœurs africains, en m'écoutant, vont pouvoir se reconnaître dans cette typologie. Sous Duvalier, il y avait une typologie des médias qui se repose sur 4 types, qui se repose sur 4 pôles. Il y avait ce que j'appelle dans ma typologie des médias indifférents. Qu'est-ce qu'on entend par des médias indifférents? C'est des médias qui disent, écoutez, moi, la réalité politique haïtienne ne m'intéresse pas. Pourquoi elle ne m'intéresse pas? Parce que c'est ma façon à moi, en tant que média, d'éviter des problèmes avec les dirigeants politiques du pays. Donc, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il gronde, que le pays passe par une catastrophe naturelle, c'est pas compliqué. Je serai indifférent, je ne diffuserai aucune nouvelle qui concerne Haïti. Ça peut vous étonner aujourd'hui, nous sommes en 2021, mais dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, c'est-à-dire jusqu'à la chute de la Maison Duvalier en 86, eh bien, il y avait des médias indifférents. Il y avait des médias qui avaient pour choix éditorial de ne rien diffuser sur Haïti. Ils disaient, ces médias-là, nous ne voulons pas choisir entre le gouvernement et l'opposition. Nous ne voulons pas voter pour ou contre, n'est-ce pas, la dictature de Duvalier. Donc, pour éviter des problèmes, nous ne parlerons pas du tout de ce qui se passe en Haïti. Certains médias choisissaient d'être indifférents à certaines périodes chaudes de l'actualité, tandis qu'à d'autres périodes, mais il faisait le choix soit de parler d'Haïti ou de ne pas en parler, mais toujours est-il que dans la faune médiatique d'alors, il y avait ce qu'on appelle les médias indifférents. Un bon exemple qui, heureusement, depuis un certain temps, n'est-ce pas, a changé de choix, c'est la radio 80EH. La radio 80EH, c'était l'une des stations de radio d'Haïti avec la plus large capacité de diffusion. La 80EH avait les moyens parce que c'était une station de radio financée, suivez mon regard, par des missionnaires protestants, parfois aussi par le département d'État, car ce que vous savez, l'haïtien étant très religieux, une bonne façon, n'est-ce pas, d'influencer ses choix politiques, une bonne façon d'influer sur son destin, mais c'est de lui envoyer de bons vieux missionnaires qui, sciemment ou inconsciemment, travaillent pour, n'est-ce pas, les services d'intelligence des États-Unis. Eh bien, la 80EH, dis-je, malgré ses grandes capacités de diffusion, choisissait pendant longtemps de ne pas diffuser de nouvelles sur Haïti. J'ai encore à la mémoire ces exemples loufoques, ces exemples d'aliénation parfaite. Quand, par exemple, il y avait des sursauts collectifs en Haïti, vous aviez des gens qui manifestaient contre la dictature, soit parce qu'il y avait un milicien de Duvalier qui venait de tuer d'une balle, n'est-ce pas, des jeunes dans une autre ville, mais c'est pas compliqué, malgré le fait que ces assassinats provoquaient l'indignation de toute la population, eh bien, la radio 80EH choisissait d'être indifférente. Mais on nous parlait de ciel, on nous parlait de paradis, on nous parlait du retour de Jésus. Et puisqu'il fallait quand même
avoir un certain bulletin de nouvelles, tandis que Haïti était à feu et à sang. Figurez-vous que la 4VEH diffusait des nouvelles sur la Tchétchénie. La 4VEH diffusait des nouvelles sur l'Afghanistan. La 4VEH diffusait des nouvelles sur Soweto, en Afrique du Sud. Mais ce qui intéressait les Haïtiens n'intéressait pas ce média-là. C'était un choix éditorial. Pour éviter des problèmes, nous allons être indifférents. Malheureusement, l'indifférence est un choix. J'ai cité dans mon livre Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, cette phrase d'Einstein qui a été dite d'une autre façon par, n'est-ce pas, Martin Luther King. Eh bien, si le monde doit périr, il ne périra pas forcément par les méchants, il périra par des gens de bien qui choisissent de garder le silence. Et quand on fait le silence dans une situation, n'est-ce pas, de méchanceté, quand on fait le silence dans une situation d'injustice, eh bien, sans qu'on le veuille, ou parfois on le veut, on devient complice du méchant. D'autres stations d'Haïti choisissaient aussi d'être indifférents par moments. Exemple, il y avait cette station de Port-au-Prince qui avait subi une rafle, n'est-ce pas? Les miliciens de Jean-Claude Duvalier avaient arrêté des journalistes emblématiques de cette station de radio et par voie de conséquence, pour protéger la vie du reste de son personnel, cette station de radio a choisi de devenir indifférente. Pas de nouvelles sur Haïti. Quand des médias choisissent d'être indifférents, la population finit par être indifférente à son propre sort. N'oubliez pas que je vous ai dit au début de l'émission, les médias, tout comme les écoles, tout comme les universités, tout comme les familles, tout comme les religions, sont des lieux de diffusion de la pensée, sont des lieux, n'est-ce pas, de conception de la pensée. Eh bien, lorsque dans une collectivité, majoritairement, les médias choisissent d'être indifférents, eh bien, ils font le choix d'aliéner leur collectivité. Et conséquemment, les collectivités deviennent indifférentes à leur propre sort. Donc, vous comprenez ? Déjà, la lourde responsabilité qui repose sur les épaules de quelqu'un qui est influenceur. Vous comprenez la lourde responsabilité qui repose sur les épaules de quelqu'un qui, comme moi, a un micro, qui, comme vous, n'est-ce pas, avez une plume, qui, comme un autre, n'est-ce pas, est sur les médias sociaux. C'est que de par notre influence, si nous sommes indifférents aux crises sociales, ceux qui nous suivent seront indifférents. Il y avait dans cette typologie à 4 pôles, comme je l'appelle, sous Duvalier, eh bien un deuxième pôle, c'était les propagandistes. Vous savez, une dictature maîtrise toujours les lieux de communication. Il n'y a pas de dictature sans contrôle des lieux de diffusion de la pensée. Les dictatures sont précisément des régimes totalitaires en ce qu'elles mettent, ces dictatures-là, la main sur tous les lieux de production et de diffusion de la pensée. Il y a dictature lorsqu'un système va avoir une mainmise sur l'école. Il y a dictature lorsqu'un système va avoir une mainmise sur l'université. Il y a dictature lorsqu'un système va avoir une mainmise sur la famille, sur les religions, sur les médias. Et là, on ne s'étonne plus de ce que ce régime-là se perpétue, mais parce que c'est un régime totalitaire et dans son totalitarisme, il ne laisse aucun lieu de conception de la pensée, il ne laisse aucun lieu de diffusion de la pensée en dehors de son influence. Et donc, sous Duvalier, la plupart des médias étaient des médias propagandistes, c'est-à-dire des médias qui faisaient de la propagande pour le régime. Vous aviez des médias qui se donnaient pour mission d'expliquer ce qu'était le duvalierisme. Vous avez des journalistes qui se donnaient pour mission, n'est-ce pas, de convaincre, n'est-ce pas, le peuple du bien fondé d'une dictature dans une société comme Haïti. Et leur choix était clair. Quand vous
syntonisiez telle station de radio, quand vous lisiez tel journal, quand vous regardiez la télévision nationale, mais vous saviez à quelle école, à quelle enseigne était logée la télévision. Et malheureusement, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, on confond une radio nationale qui est censée être une radio d'État avec une radio gouvernementale. C'est bien d'avoir une chaîne d'État, que ce soit une chaîne de radio ou bien une chaîne de télévision, mais une chaîne d'État n'est pas une chaîne gouvernementale. Le gouvernement peut passer, l'État demeure dans ses institutions. Donc, une chaîne d'État peut être critique vis-à-vis d'un gouvernement, mais dans nos pays, non. Nos médias nationaux sont là pour faire la propagande du régime en place. Et plus il y a de médias qui font de la propagande pour le régime en place, plus longtemps le régime va durer. Donc vous notez le lien de cause à effet entre la perpétuation d'un régime et l'état de nos médias. Plus un système maîtrise les lieux de conception et de diffusion de la pensée, plus longtemps il va rester. Voilà pourquoi, sous les dictatures, et là je parle de la dictature de Duvalier, bien la plupart des médias étaient propagandistes. Mais c'était aussi une question de vie et de mort. Vous faisiez dans la propagande, vous étiez récompensé, vous aviez vos entrées et sorties dans les lieux de pouvoir, ou vous cessiez d'être propagandiste, vous passez à l'opposition, et cela à vos risques et périls. D'où le troisième pôle de ma typologie. Il y avait des médias indifférents, je viens d'en parler. Il y avait des médias propagandistes, je viens d'en parler, mais il y avait des médias militantistes, des médias de l'opposition. Cela courait beaucoup plus de risques. On détruisait leurs antennes de diffusion, on tirait sur leurs studios de diffusion. Cela subissait des rafles, n'est-ce pas, de la part des milices du gouvernement. Les médias ou les journalistes qui choisissaient d'être des militants de l'opposition, beaucoup d'entre eux mouraient dans des prisons de Duvalier, Fort Dimanche, pour ne citer que cet exemple-là. D'autres, n'est-ce pas, les plus chanceux, finissaient en exil. Non seulement eux étaient persécutés, mais souvent leurs proches aussi étaient persécutés. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait toujours des médias de militance de l'opposition. Et vous savez, la démocratie a besoin de cela. Le totalitarisme vit justement de l'uniformité de la pensée. Le totalitarisme vit justement de l'uniformité des savoirs. Pour qu'une société soit saine, eh bien, elle a besoin d'avoir des gens qui sont par conviction pro-gouvernementaux et des gens qui sont par conviction, je dis bien, anti-gouvernementaux. Et c'est correct. Dans des pays où il y a une saine démocratie, eh bien, on voit des journalistes critiques du gouvernement ou d'autres journalistes qui vont souligner, n'est-ce pas, les bons coups du gouvernement. Mais là, la population a le choix. Le bel exemple de cela, pas que les États-Unis soient un exemple parfait de démocratie. La démocratie elle-même n'est pas un régime parfait. Churchill disait, c'est pas un bon régime, mais c'est le moins mauvais de tous les régimes, disait Winston Churchill, qui maîtrisait les jeux de mots, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'est pas Nobel de littérature pour rien. Donc, dans une démocratie, on a besoin de cela. Et j'allais parler justement des États-Unis. Eh bien, pour le peu que vous connaissiez les médias américains, vous syntonisez Fox News. Si on a, n'est-ce pas, à la Maison-Blanche, un pouvoir conservateur, si on a à la Maison-Blanche un pouvoir, n'est-ce pas, du Parti républicain, eh bien, Fox News, 9 fois sur 10, va diffuser des nouvelles pro-conservatrices, des nouvelles pro-parti républicain. Tandis qu'à contrario, vous syntonisez CNN, je ne leur fais pas de la publicité, eh bien, si on a un gouvernement, si vous voulez, de centre-droit, du type, n'est-ce pas, Parti démocrate, eh bien, CNN va avoir un point de vue éditorial généralement favorable
n'est-ce pas, au Parti démocrate. Ça ne veut pas dire que dans CNN, il n'y ait pas de journalistes qui soient pro-républicains, ou bien que à Fox News, il n'y a pas de journalistes qui soient pro-démocrates, mais là, vous avez une bonne idée de leur couleur idéologique et c'est correct. On avait aussi sous Duvalier un autre pôle qui complétera cette typologie à 4 pôles. Les indifférents, les propagandistes, les militantistes d'opposition. Vous aviez quand même des médias neutres. Vous notez que je fais une distinction entre neutralité et indifférence. Celui qui est indifférent n'est pas neutre. Il choisit de fermer les yeux, il choisit de fermer les oreilles, il choisit de fermer la bouche sur les exactions du gouvernement par facilité. Tandis qu'un média neutre, ici pour moi neutralité est synonyme d'objectivité, va se coller aux faits. Ainsi, même pendant la dictature, vous aviez quelques rares journalistes qui vont présenter les choses telles qu'elles sont. Si le gouvernement a fait un bon coup, eh bien vous aviez quand même certains journalistes qui vont souligner ce bon coup. Et quand vous aviez, n'est-ce pas, une nouvelle qui ne rehaussait pas nécessairement le prestige du gouvernement, eh bien vous aviez ces journalistes-là qui étaient toujours là pour dire « mais voici où le gouvernement a merdé ». Ils n'étaient pas majoritaires, ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait quand même de ces journalistes-là qui ne faisaient pas dans la propagande gouvernementale, qui ne faisaient pas dans la militance idéologique de l'opposition, mais qui se collaient aux faits, qui choisissaient d'être factuels. L'affaire, c'est que c'est une position très inconfortable. Quand tu es factuel, tu ne fais l'affaire ni de l'opposition, ni du gouvernement. Le gouvernement veut que tu deviennes son porte-parole et l'opposition, quand tu présentes un fait favorable au gouvernement, voit en toi un ennemi. Et quand tu présentes un fait favorable à l'opposition, c'est le gouvernement qui voit en toi un ennemi, en sorte que la position la plus inconfortable, parce que c'est la plus juste, c'est la position de l'objectivité. Je ne suis pas, en tant que journaliste anti-gouvernemental, pas plus que je ne suis pro-opposition, je vais être collé aux faits. Et donc, sous Duvalier, on avait quand même cette typologie à 4 pattes. Ça va rester, n'est-ce pas, techniquement, jusqu'à la chute de Jean-Claude Duvalier en 86. Et alors là, sous les militaires, on va avoir une typologie sensiblement la même. Vous allez encore avoir des médias, n'est-ce pas, propagandistes, des gens qui clairement faisaient la propagande pour les militaires au pouvoir, qui étaient à ce titre-là, n'est-ce pas, privilégiés, qui avaient accès à certains postes, qui avaient leur entrée, leur sortie, n'est-ce pas, dans les lieux de pouvoir. Vous aviez toujours, n'est-ce pas, l'autre pôle de la militance de l'opposition, des gens qui étaient idéologiquement, drastiquement opposés au pouvoir des militaires. Et il y avait quand même, heureusement, un petit groupe, mais un faible reste de journalistes qui restaient collés aux faits. Quand les militaires prenaient, n'est-ce pas, ou bien adoptaient une politique qui en soi était une bonne chose, ces journalistes-là vont dire, voici ce qu'il en est. Et quand les militaires, n'est-ce pas, eh bien merdaient, présentaient la chose comme une mauvaise décision. Et vous aurez compris, la position la plus inconfortable, c'est, encore une fois, d'être un média factuel, d'être un média objectif. Malheureusement, parce que dans nos pays, souvent on passe d'une dictature à une autre, malheureusement parce que dans nos pays, nous passons d'une certaine forme de totalitarisme ou bien d'un début de totalitarisme à une autre forme de totalitarisme, eh bien, on ne laisse pas souvent de la place pour l'objectivité, on ne laisse pas souvent de la place pour des médias factuels. Et qu'est-ce que ça donne comme société ? Ça donne des sociétés très fanatisées. On dirait que ni l'école, ni l'église,
ni les artistes, ni les médias ne nous forment à être factuels, c'est-à-dire à garder la tête froide. Voilà une bonne politique qui est adopté par le gouvernement, que je l'aime ou que je l'aime pas, ce gouvernement-là, je vais dire, mais ça, dans la mesure où c'est une politique qui contribue à l'avancement de la collectivité, je vais l'applaudir, cette politique. Eh bien, même si c'est un gouvernement qui a été élu, n'est-ce pas, à la majorité des électeurs, eh bien ça, c'est une mauvaise politique et je vais la dénoncer comme telle. Quand vous avez des médias fanatisés, quand vous avez des médias manichéens, soit que vous êtes avec moi, alors nous allons combattre l'autre ensemble, ou vous n'êtes pas avec moi, je vais vous combattre. Ça donne une population aussi polarisée, ça donne une population manichéenne. Et malheureusement, malgré le fait qu'on n'était plus sous une dictature de Duvalier, eh bien la typologie médiatique n'a pas véritablement changé, en sorte qu'après 86, vous aviez quand même des médias propagandistes, vous aviez toujours des médias qui faisaient dans la militance et très peu qui faisaient dans la factualité, si vous permettez ce néologisme, c'est-à-dire très peu de médias qui restaient collés aux faits et qui informaient la population sur la vérité des choses. Et là, nous en sommes venus à un président qui, lui, était connu pour être un démocrate, Leslie Maniga. Même s'il n'est pas resté longtemps au pouvoir, environ 4 mois, bien précisément parce que c'est un homme qui avait des convictions démocratiques, eh bien, sous Leslie Maniga, les 4 mois de son mandat, eh bien, la presse pouvait fonctionner sans être obligé d'être dans ce paradigme dualiste, pouvait fonctionner sans être dans ce paradigme, n'est-ce pas, manichéen, soit que vous êtes pro-Maniga ou anti-Maniga. Et il avait régulièrement des conférences de presse au Palais National et chacun était libre de poser ses questions. Et lui, lorsqu'un journaliste étranger ou national, n'est-ce pas, lui posait des questions, il prenait le temps de faire une mise en contexte car il ne se sentait pas menacé par la presse qui est au fait un quatrième pouvoir. C'est un quatrième pouvoir. Et c'est la beauté justement d'une société démocratique. Vous avez, selon le distinguo conventionnel, selon le distinguo classique, vous avez, n'est-ce pas, l'exécutif, des gens qui sont élus. Eux, ils ont un mandat limité dans le temps. Ils ont fait campagne sur la base d'un programme politique, ce que les anglo-saxons appellent une plateforme. Et une fois qu'ils sont élus, ils ont le mandat d'exécuter leur plateforme. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des chiens de garde. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des garde-fous. Check and balance, pouvoir et contre-pouvoir, poids et contre-poids. Alors, en face du pouvoir exécutif, il y aura donc le pouvoir législatif. Des gens qui sont élus eux aussi pour voter des lois. Des gens qui sont élus eux aussi pour, si vous voulez, questionner le gouvernement, interroger le gouvernement, n'est-ce pas, lui barrer la route s'il le faut. Mais c'est exactement comme ça que nos sociétés devraient fonctionner. Et vous avez le pouvoir judiciaire qui, justement, est là pour appliquer la loi avec des auxiliaires de la justice, etc. Et vous avez le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est des gens comme moi. C'est des gens qui ont un micro. C'est des gens qui ont une caméra. C'est des gens qui ont, si vous voulez, un clavier avec les médias sociaux et qui ont une influence sur ce qui se fait dans la collectivité. Eux, ils n'ont pas de mandat, ils ne sont pas des élus. Donc, ils ont la liberté de critiquer ceux qui sont élus en disant au peuple, voici ce qui est mal, voici ce qui n'est pas mal. Et là, c'est un pouvoir immense. Mais imaginez quand ce quatrième pouvoir choisit d'être inféodé au premier pouvoir qui est le pouvoir de l'exécutif, eh bien, ce que ça fait, ça donne une société déséquilibrée. Dans quelques-uns de nos pays de Noirs, dans quelques-uns de nos pays africains, heureusement, n'est-ce pas, eh bien, les médias
peuvent exercer ce quatrième pouvoir sans être menacés constamment. Ça, c'est pour la bonne santé de nos collectivités. Et là, je fais un grand saut. Nous sommes dans les années 90 dans un premier temps, et plus tard au début des années 2000 dans un deuxième temps, nous sommes dans le régime Lavalas. Mais bizarrement, au régime Lavalas, nous sommes revenus à la même typologie de l'époque de Duvalier. Vous aviez clairement des médias propagandistes, des médias qui seront là pour vanter les prouesses du gouvernement, pour vanter les politiques du gouvernement, même quand ces politiques-là n'étaient pas toujours bonnes. Vous aviez à l'opposé, d'autres médias qui étaient farouchement opposés au gouvernement, en sorte que quoi que fasse le gouvernement, ces médias seront toujours contre. Et vous aviez très peu de médias qui étaient factuels. Donc, lorsque vous avez des médias qui sont polarisés, pro-gouvernementaux ou anti-gouvernementaux, suivant justement ma théorie selon laquelle les médias sont le baromètre d'une collectivité, quand vous aviez des médias polarisés, ça donne une société polarisée. Vous aviez des gens qui étaient farouchement opposés au gouvernement, des gens qui étaient, n'est-ce pas, pieds et poings liés au gouvernement, les fameux propagandistes, selon mon paradigme, et vous aviez très peu de gens qui étaient factuels. Et malheureusement, quand on est factuel, on n'est pas facilement casé. Parfois, on va vous prendre comme quelqu'un de l'opposition, d'autres fois, on va vous prendre comme un propagandiste. Vous êtes dans une position inconfortable, et pourtant, c'est le jeu même de la démocratie, de rester collé aux faits sans être inféodé au pouvoir ou à l'opposition. Et puisque nous étions donc dans une ambiance polarisée, animée par une presse polarisée, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une collectivité divisée, une collectivité, n'est-ce pas, clivante, une collectivité justement polarisée pour ou contre Jean-Bertrand Aristide. Et lorsque les médias qui sont contre Jean-Bertrand Aristide sont majoritaires, on a la conséquence, il est renversé. Donc nous avons, les amis, en tant qu'homme de presse, en tant que médias, une lourde responsabilité sur ce qui se passe dans nos collectivités. Et là, cette typologie-là va rester jusqu'au début des années 2000. Et à partir des années 2000, suivez-moi bien, quelque chose va changer. Jusque-là, vous aviez des médias propagandistes, c'est-à-dire des gens qui, par conviction, se tenaient avec le pouvoir de l'exécutif, le pouvoir exécutif. Vous aviez des gens militantistes de l'opposition, c'est-à-dire des gens qui, par conviction idéologique, s'opposaient au pouvoir exécutif. Justement, c'était des questions de conviction, c'était des questions d'idéologie. Et c'est normal dans une démocratie. C'est normal qu'il y ait des gens de droite qui combattent des gens de gauche. C'est normal qu'il y ait des gens conservateurs qui combattent, n'est-ce pas, des libéraux. Et c'est bien dans une démocratie, mais ils le font par conviction. Quelque chose va changer à partir des années 2000. À partir, n'est-ce pas, des années 2010. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne va plus parler des gens de médias comme des journalistes, comme des influenceurs. On va les appeler des marchands de micro, des marchands de micro. Qu'est-ce qui change, les amis? Et ça, c'est fondamental de prendre le temps d'analyser ce que l'imaginaire populaire haïtien appelle un marchand de micro. Le site internet du Dr Jean-Fils Aimé s'est refait une beauté. Suivez-moi, on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, il y a la biographie, pour en savoir plus sur les multiples carrières et talents du Dr Jean-Fils Aimé. Ensuite, il y a la boutique. Dans la boutique, vous allez trouver les livres, les audios, les formations, mais aussi le service de mentorat. Commençons par les livres. Dans les livres, vous trouverez le plus récent livre du Dr Jean-Fils Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, en français
et en anglais. Vous trouverez aussi le livre sur Haïti en français et en anglais. Et bien entendu, les autres livres du Dr Jean-Fils Aimé sont disponibles aussi. Pour commander votre livre, il suffit de cliquer sur l'article et de l'ajouter dans votre panier. Une fois ajouté dans votre panier, vous pouvez soit payer par PayPal si vous avez un compte PayPal ou si vous créez un compte PayPal, ou bien vous pouvez aussi payer par votre carte de crédit. Nous livrons partout où c'est possible. Dans la boutique, il y a aussi les audios. Les audios, ce sont les anciennes émissions de Jean-Fils Aimé qui passaient à la radio et qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Les audios sont classés par catégorie, religion et spiritualité, sociale. Allons voir religion et spiritualité. Vous trouverez toutes sortes de sujets. L'histoire de la réforme protestante, d'où viennent les églises protestantes, d'où vient l'idée du paradis, qui est Satan, à quoi sert-il, etc., etc. Dans la boutique, il y a aussi les formations. Les formations, c'est un service à venir. Suivez une formation en groupe avec Jean-Fils Aimé. On trouve aussi le service de mentorat, service à venir. Développez vos aptitudes avec Jean-Fils Aimé comme mentor. Pour ne rien manquer du service de mentorat et des formations, inscrivez-vous à notre infolettre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marchand de micro, un marchand de micro pour nos amis exclusivement francophones? Le créole haïtien est très proche du français dans ce cas-ci. Marchand de micro, c'est un marchand de micro. Mais arrêtons-nous sur cette belle formule. Un marchand, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Un marchand, c'est quelqu'un qui a un produit à mettre sur le marché. Un marchand, c'est quelqu'un qui a un service à vendre. Sauf que dans le cas de nos hommes et de femmes de médias, dans le cas de nos médias en Haïti, ce qu'ils vendent, c'est leur micro, d'où marchand de micro. Si vous regardez les chiffres, n'est-ce pas, en Haïti en ce moment, seulement à Port-au-Prince, on me dit qu'il y a plus d'une centaine de stations de radio. Vous imaginez cela? Ça veut dire que le public des chats, il est dans l'embarras du choix, parfois même dans le choix de l'embarras. Plus d'une centaine de stations de radio qui détiennent des permis. Ah, ça c'est intéressant ça. Pourquoi l'État haïtien accepte-t-il d'émettre quasiment sans condition, n'est-ce pas, des permis à toute cette pléthore de médias? Mais parce que ça fait l'affaire du gouvernement. Si sous une dictature, par exemple, sous la dictature de Duvalier, eh bien, le dictateur veillait au grain en refusant d'accorder des permis à qui mieux, eh bien, dans le contexte de la crise actuelle, et ça a commencé entre autres, n'est-ce pas, avec le deuxième René Préval, on multiplie les permis, dans quel but? Dans le but de banaliser une nouvelle. C'est-à-dire, on va tellement banaliser les médias, on va tellement banaliser les influenceurs que désormais, il n'y aura plus un média qui va avoir la concentration de la nouvelle, donc qui va avoir la concentration du fameux pouvoir de convocation. Comme ça, il n'y aura pas qu'une station de radio qui puisse renverser un gouvernement parce que le pouvoir de convocation sera à ce point disséminé que l'écoute par le fait même, n'est-ce pas, sera à ce point émiettée que une seule station de radio ou un seul speaker, un seul média n'aura pas le pouvoir de convocation pour mobiliser la population contre telle ou telle politique. Ça, c'est vraiment la perversion d'un anarchiste comme René Préval. Et ça, c'est poursuivi, n'est-ce pas, sous Michel Martelly et sous Jovenel. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'une centaine de stations de radio seulement dans l'agglomération de Port-au-Prince. Pour vous qui connaissez l'histoire
du renversement de la dictature de Duvalier, eh bien, le renversement de la dictature des Duvalier était possible parce que quand on voulait entendre des nouvelles qui mobilisaient contre Jean-Claude Duvalier, il y avait une station de radio qui était clairement anti-gouvernementale à un moment donné, c'est Radio Soleil. Et donc l'écoute n'était pas émiettée, l'écoute n'était pas diluée, ça c'est un mot à retenir, la dilution de l'écoute. Eh bien, ceux qui ont succédé à Jean-Claude Duvalier ont compris la leçon pour éviter qu'un seul média ne dispose d'un énorme pouvoir de convocation. On va émettre des permis à qui mieux mieux, comme ça l'écoute et donc le pouvoir de convocation sera d'autant dilué. Plus une seule station de radio, plus un seul média qui puisse mobiliser une population contre nous, puisque de toute manière, avec une centaine de stations de radio dans la capitale, sans compter les autres stations de radio dans les autres villes de province, eh bien, avant qu'un seul média ne puisse constamment mobiliser, eh bien, le gouvernement aura le temps de terminer son mandat, d'entamer un deuxième, etc. Donc, vous notez comment l'État, connaissant le pouvoir, n'est-ce pas, des médias, choisit de diluer justement ce pouvoir-là. Mais restons-en aux implications de marchands de micro. Donc, un marchand de micro, c'est un homme de médias, médias parlés, médias écrits, médias télévisés, n'est-ce pas, en tout cas dans l'audiovisuel, qui choisit de vendre son influence, qui choisit de vendre son micro, pas par conviction idéologique comme on l'a déjà vu par le passé, mais qui va vendre son micro, qui va vendre son influence au plus offrant. Mais déjà, les directeurs de médias, les propriétaires de médias facilitent aussi la chose. Écoutez bien, vous savez que une station de radio rapporte beaucoup d'argent en Haïti. Des gens qui ont des stations de radio qui sont très écoutées font beaucoup d'argent. Parce qu'ils vendent de la publicité, parce qu'ils vendent, n'est-ce pas, du temps au gouvernement, parce qu'ils vendent du temps soit au secteur de l'opposition. Et qu'est-ce qu'ils font donc de leurs journalistes, les propriétaires de radio? Beaucoup d'entre eux, en tout cas, ils vont recruter de jeunes journalistes qui reviennent d'un centre de formation, car il ne faut pas croire que le marchand de micro n'a pas de formation. Parfois, il a une formation. Et le propriétaire va lui dire, écoutez, moi je veux bien t'engager, mais je ne peux pas te payer. Alors voici ce qu'il y a, je vais t'offrir 1 heure de diffusion, arrange-toi pour fructifier cette heure d'écoute. Et qu'est-ce qu'il va faire, pauvre journaliste? Il va aller chercher de la publicité, il va aller négocier son temps d'antenne, soit avec des gens du pouvoir ou des gens de l'opposition, et il va leur dire, si vous voulez que je passe votre entrevue, si vous voulez que je publie votre communiqué, si vous voulez, n'est-ce pas, que je vous interviewe plutôt qu'un autre, vous devez, n'est-ce pas, me payer. Et là, on est dans la prostitution du 4e pouvoir. Parce que le marchand de micro, c'est quelqu'un qui, pour vivre, pour gagner justement sa vie, vend son micro pour le pain et le beurre. Exemple, vous allez avoir des journalistes qui systématiquement vont tendre leur micro aux ambassades. Je vis au Canada, bon Dieu, depuis plus d'une trentaine d'années. Un ambassadeur accrédité dans un État étranger a un devoir de réserve. Il n'a pas à commenter la nouvelle ni l'actualité du pays où il est accrédité. Autrement, il sera accusé d'ingérence. Il sera même rappelé par son chancelier. Ou alors c'est le pays qui l'a accrédité qui va lui demander de quitter, n'est-ce pas, l'État dans les 48 et 72 heures. Mais en Haïti, les marchands de micros vendent leurs micros à des ambassadeurs. Vous avez des journalistes, et vous les connaissez, ou des stations de radio qui systématiquement vont aller chercher le point de vue de l'ambassade américaine dans l'actualité haïtienne. Et parfois, ce n'est même pas l'ambassadeur en question qui sollicite l'entrevue, c'est le marchand de micro
qui, si vous voulez, dans une espèce de quiproquo, dans une espèce d'échange justement rémunéré avec cette ambassade-là, va lui dire, on va passer votre point de vue soit pro-gouvernemental ou anti-gouvernemental, et en échange, je veux un visa. En échange, je veux un prix, vous savez, de ces journalistes, toujours les mêmes, qui seront primés par l'ambassade américaine, qui vont recevoir, n'est-ce pas, tel prix de l'ambassade française, n'est-ce pas, à Port-au-Prince. Ce n'est pas gratuit, les amis. C'est un quiproquo, c'est un échange. Parce que le journaliste, précisément parce qu'il est formé, quand il est formé, c'est que l'ambassadeur est tenu par un devoir de réserve. Donc, l'ambassadeur n'a pas à s'ingérer dans les affaires nationales. Donc, si le journaliste tend son micro à l'ambassade américaine, à l'ambassade française, à l'ambassade du Canada, pour ne citer que ces exemples tonitruants-là, c'est parce qu'il y a quelque chose que le marchand de micro attend en retour. Et la population haïtienne n'est pas dupe. Pourquoi l'ambassade américaine accorde-t-elle son entrevue toujours aux mêmes stations de radio? Pourquoi l'ambassade américaine accorde-t-elle, n'est-ce pas, ses entrevues toujours aux mêmes journalistes? Mais c'est parce qu'il y a un quiproquo, il y a un échange. Un visa qui est en jeu, une résidence aux États-Unis qui est en jeu, n'est-ce pas, une bourse pour les enfants qui est en jeu, etc. Et quand vous faites ça, malheureusement, vous n'avez plus la distance qu'il faut pour remettre l'ambassade américaine à sa place lorsque l'ambassadeur des États-Unis, du Canada ou de la France, en tout cas le très exécrable Core Group, s'ingère dans nos affaires. Le journaliste, qui est un quatrième pouvoir, ne peut pas lui dire « oh là », il ne peut pas lui dire « halte là », parce qu'il mange dans la main des ambassades. Vous savez qu'il y a des journalistes en Haïti qui sont sur le payroll des ambassades. Vous savez qu'il y a des journalistes en Haïti qui vont régulièrement solliciter des faveurs de la part des ambassades. Alors, quand le journaliste vend son micro à l'ambassade qui est perçue justement comme un plus offrant, mais il ne peut plus remplir son rôle de critiquer ce qui se fait, de manière à éclairer la collectivité, de manière à éduquer la collectivité. C'est un rôle immense, ça, les amis. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Parce que le journaliste vend son micro à l'ambassade américaine, vous avez, n'est-ce pas, une population qui finit par être très servile aux mains des ambassades. Si vous faites un sondage, là, demandez à l'Haïtien s'il peut quoi que ce soit sans l'ambassadeur américain, il va te dire, mais non, blanc bavelé, le blanc ne voudra jamais. Mais, les amis, d'où vient cette servilité par rapport à l'ambassade américaine? C'est quelque chose qui a été longuement semé, longuement entretenu par les lieux de diffusion de nouvelles, par les lieux de diffusion du savoir, et la presse n'est pas neutre. Elle a beaucoup de responsabilités dans cela. Le marchand de micro, c'est aussi quelqu'un qui vend son micro au secteur des affaires. C'est-à-dire, les journalistes n'ont plus la capacité de critiquer certaines politiques d'affaires de ces soi-disant brasseurs d'affaires en Haïti qui n'aident pas la production nationale en important, entre autres, de la République dominicaine, toutes les quincailleries, toutes les saloperies, et parfois, ce sont des produits malsains pour la population haïtienne. Ces vendeurs de micros, ces marchands de micros ne peuvent pas être critiques vis-à-vis du secteur privé des affaires. Pour quelle raison? Parce que là encore, vous avez des journalistes qui sont sur le payroll du secteur des affaires. Vous avez des journalistes dont le cellulaire est payé par le secteur privé des affaires. Vous avez des journalistes dont la fiche de carburant, ces gens-là ne payent pas de gaz parce qu'ils ont une fiche d'essence, une fiche de gaz qui leur est donnée régulièrement par le secteur privé des affaires. Or, selon le principe qui finance commande, puisque c'est le secteur privé des affaires qui paye ton gaz, qui paye ton cellulaire, qui te donne un billet d'avion, il y a des gens, n'est-ce pas, qui reçoivent régulièrement de ces cadeaux-là
du secteur privé des affaires. Conséquemment, vous ne pouvez plus remplir votre rôle critique vis-à-vis de cela. Donc, vous comprenez cette situation de cynisme, cette situation de lassitude dans laquelle se retrouve notre population s'explique, entre autres, par le comportement de ces marchands de micros. Un marchand de micro, c'est aussi quelqu'un qui vend son micro au gouvernement. Là, on ne parle plus de conviction. Comme à l'époque où vous aviez des journalistes qui faisaient de la propagande pour tel pouvoir, ou des journalistes qui s'opposaient par conviction au pouvoir. Mais là, c'est des gens qui font du média vénal, qui font du média censitaire, c'est-à-dire qui vendent leur micro au plus offrant. Donc, vous avez des journalistes, les amis, qui vont négocier des postes auprès du Premier ministre, qui vont dire au Premier ministre, écoutez, ma femme veut être consul, mon frère veut obtenir tel poste, n'est-ce pas, dans le gouvernement, aidez-moi. Eh bien, celui qui est dans l'exécutif, il n'est pas con. S'il te donne un poste pour ta femme, pour ton frère, eh bien, ne t'avise pas de venir le critiquer après parce que c'est un échange. Et donc, le marchand de micro perd sa liberté. Parce qu'il se retrouve sur le payroll de tel ministère. Vous savez qu'il y a en Haïti, dans nos pays, des journalistes qui, de leur micro, vont soutenir telle candidature, qui vont pousser, n'est-ce pas, pour le profil de tel Premier ministre, parce que il va passer par en arrière pour aller négocier avec ce Premier ministre un poste de directeur général. Il va négocier avec le Premier ministre un poste pour la gestion de la douane. Donc, vous notez que dans la crise actuelle d'Haïti, les marchands de micros détiennent une lourde responsabilité en ce que la population ne sait plus à quel sein se tourner. La population ne sait plus à qui se fier pour se faire une idée de l'actualité, pour se faire une idée, n'est-ce pas, de la réalité, parce que les médias, pour la plupart de ces gens, heureusement pas tous, ils se vendent au plus offrant. Vous allez avoir aussi des journalistes qui, eux, se font payer par l'opposition. Vous avez des médias qui sont franchement dans l'opposition, pas par conviction, mais c'est parce que vous aviez tel monsieur ou telle madame de l'opposition qui place ce journaliste-là sur son payroll. Puisque c'est ce gars de l'opposition qui te paye, alors tu ne peux pas le critiquer. Que l'opposition mette le pays à feu et à sang, ce journaliste-là, parce qu'il a vendu son micro au gars de l'opposition, mais il ne pourra pas faire autrement que de soutenir la position de l'opposition. Ainsi, vous avez des journalistes qui se retrouvent sur le payroll de tel sénateur. Vous avez tel journaliste, n'est-ce pas, dont la petite business est subventionnée en cachette par le budget, n'est-ce pas, discrétionnaire de tel politicien. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une population qui perd confiance dans le quatrième pouvoir. Et puisque la population ou le peuple, n'est-ce pas, perd confiance dans le quatrième pouvoir, eh bien, tout ce qui se fait dans l'exécutif ne trouve aucune opposition réelle parce que le quatrième pouvoir n'exerce pas son rôle. Et pire, les amis, pire, un marchand de micro, c'est quelqu'un qui va vendre son micro même aux bandits. Vous savez, si vous saviez à quel point, avant que je ne reçoive un invité sur ma plateforme le mercredi, je fais 10 000 réflexions. Tout le monde me sollicite pour passer sur la plateforme, mais moi, j'ai une responsabilité. Qu'est-ce que j'envoie comme message sur le message? Qu'est-ce que j'envoie comme exemple en recevant un tel ou une telle à mon micro? En Haïti, c'est pas grave que le gars soit kidnappeur. C'est pas grave que le gars soit un tueur. C'est pas grave que le gars soit un violeur. Eh bien, s'il me donne des écoutes et surtout s'il me paye. Incidemment, c'est une responsabilité aussi qui repose sur les artistes. Vous avez des artistes
qui accepte d'aller jouer un bal pour un assassin, connu comme assassin, pour un kidnappeur, connu comme un kidnappeur. Vous savez, dans les années, dans les années 90, deux artistes québécois de grande réputation se sont retrouvés dans l'eau chaude. Ça a fait un scandale lorsque Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland, n'est-ce pas, ont choisi d'aller jouer au mariage soit de la fille d'un criminel notoire au Québec ou du criminel lui-même, parce que ils étaient grassement payés. Mais la société ne l'a pas prise, n'est-ce pas, cette décision-là. Il y a eu de partout des critiques. On disait à ces artistes-là, vous avez une responsabilité, les gens vous suivent, vous avez une influence, vous êtes Ginette Renault, vous êtes J.P. Ferland. Ce n'est pas parce qu'on vous paye que vous pouvez vous permettre d'être indifférent au crime. C'est ça une société, les amis. Et là, dans nos pays, vous avez des journalistes qui, sans tenir compte des crimes de ces gens-là, sans tenir compte du viol, sans tenir compte du kidnapping, sans tenir compte, n'est-ce pas, des assassinats, je ne parle pas de rumeurs, des cas avérés, vont tendre leur micro à ces gens-là. Mais bon Dieu, quand vous faites ça, le petit jeune qui a 16 ans, qui a 17 ans, qui a 18 ans et qui est en quête de modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes en train de lui dire, c'est pas si grave que ça de violer des gens, c'est pas si grave que ça, n'est-ce pas, de kidnapper, c'est pas si grave que ça de voler. Il y a un homme de micro très connu, mais quelle tristesse. Je veux bien qu'un homme de médias ne puisse être un individu excentré. Un homme de médias, c'est quelqu'un qui vit dans la société, il a des amis. C'est pas quelqu'un qui vit dans le désert, là. On est d'accord. C'est pas un ascète, il a une vie sociale. Mais quand vous avez un homme de médias qui a une grande influence et qui s'affiche clairement lors de fêtes, lors d'ambiances festives, avec des criminels notoirement connus, bon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Le marchand de micro, c'est précisément quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. C'est quelqu'un qui n'a aucune conviction morale et qui dit, moi, ce bandit-là, il peut me payer, peu importe que son argent vienne de la drogue, peu importe que son argent vienne, n'est-ce pas, de kidnapping, je vais lui donner mon micro. Et incidemment, les gens qui font dans l'animation culturelle, vous êtes aussi coupables de cela. Les dealers de drogue, vous les connaissez. Mais de là à leur faire des dédicaces comme si c'était des gens de bien, de là à leur faire des dédicaces comme si de rien n'était, parce qu'ils vous payent une chemise, parce qu'ils vous achètent une paire de chaussures, parce qu'ils vous payent un billet d'avion, vous avez une responsabilité aussi dans la déchéance morale de la société. Donc, la crise à laquelle nous sommes en train d'assister, cette crise qui, par sa complexité, vient de dépasser justement l'état de crise, au point que désormais je parle de chaos, les médias ont une énorme responsabilité là-dedans. Le pire, malheureusement, il n'y a même pas une association de médias ou une association de journalistes qui tranche lorsqu'un homme de médias va trop loin. Et là aussi, ça reflète l'état de notre société. Il n'y a plus rien qui soit considéré comme bon, plus rien qui soit considéré comme mal. Personne ne tranche de point de vue moral. Vous savez, au Canada, quand un journaliste diffuse une fausse nouvelle, quand un journaliste émet une fausseté, vous savez, ce n'est même pas l'État qui intervient, c'est le conseil de presse, c'est l'association des journalistes eux-mêmes qui se réunit et qui sanctionne ce journaliste-là pour sauver la confiance ou la crédibilité de ce noble métier face au public. Il y avait un frère africain qui était pris dans un scandale de fausses nouvelles, qui racontait qu'il a rencontré Kadhafi, qu'il est allé l'interviewer, qu'il a rencontré tel leader, etc. Et
une consoeur journaliste, c'est pas la police qui a enquêté et elle a découvert que, mais ce monsieur-là, n'est-ce pas, il hallucinait. Ce monsieur-là, n'est-ce pas, c'est un menteur pathologique. Et vous savez quoi? Dès que les faits se sont avérés, l'association des journalistes québécois s'est réunie et a tranché contre ce frère journaliste et il était obligé de rendre sa carte de presse. C'est ça une société, les amis. Quand dans une société, les gens du quatrième pouvoir ne sont motivés que par le désir de faire de l'argent, que par le désir d'avoir un visa, que par le désir d'avoir une bourse, quand les propriétaires de presse eux-mêmes, n'est-ce pas, livrent en pâture le jeune journaliste en lui demandant de fructifier son heure, ça donne quoi? Ça donne un quatrième pouvoir qui est dilué et qui n'a aucune influence. Et on a une population qui est livrée à elle-même. Donc, ne nous demandons plus pourquoi la population accepte n'importe quoi des politiciens. Ne nous demandons plus pourquoi la population accepte n'importe quoi des dirigeants. Ne nous demandons plus pourquoi la population accepte n'importe quoi de la part des bandits. C'est pas compliqué. Les lieux de diffusion et de conception du savoir sont prostituées. Le quatrième pouvoir a un immense pouvoir. Le quatrième pouvoir a une immense responsabilité. Je vous l'ai démontré. Il y a un rapport de cause à effet entre le niveau de pensée d'une société et ce qui est diffusé dans les médias. Ce cynisme-là, cette lassitude-là, cette déchéance morale de la société, c'est la responsabilité aussi des gens de médias. Alors les amis, où sont les vétérans des médias? Où sont ceux qui, justement, refusent de vendre leur micro, qui savent qu'ils ne sont pas là pour faire élire un gouvernement, ni pour le faire tomber, mais qu'ils sont là pour éclairer la population? Mais où sont-ils? Pourquoi ne parlent-ils pas plus fort? Les amis, l'appel que je vous lance là, à vous les influenceurs, à vous les hommes et les femmes des médias, c'est un appel patriotique que je vous lance. C'est un appel patriotique. Ne me dites pas, vous savez, les politiciens sont des voleurs, on ne changera jamais ça, mais si vous recevez davantage de leurs mains, mais vous contribuez à leur vol. Ne dites pas, mais vous savez, on ne pourra jamais changer l'influence des États-Unis sur Haïti, mais je comprends. Vous tendez votre micro à l'ambassadeur pour qu'il s'ingère dans nos affaires nationales. Ne dites pas, écoutez, la jeunesse n'a plus de modèle, mais je comprends. C'est vous qui donnez votre micro à des kidnappeurs, à des violeurs, à des assassins, à des dealers de drogue. Ne venez pas me dire que vous n'êtes pas responsable. Vous avez une responsabilité. Les amis, notre mal est profond. L'État aussi a une responsabilité là-dedans. L'État aussi a une responsabilité. Vous savez, s'il est vrai que pour la vie démocratique, cela prend une diversité de vues, je veux bien. Mais l'État doit continuer à veiller sur ce qui se dit, sur ce qui se fait dans nos médias pour couper les licences. Au Canada, on révoque les permis de fonctionnement de certaines stations de radio. Il y avait certaines stations de radio qui étaient négrophobes, des stations de radio qui étaient homophobes, des stations de radio qui disaient n'importe quoi sur les gens obèses, les handicapés, les noirs, les arabes, etc. À un moment donné, on les appelait des radios poubelles. Et vous savez ce que l'État a fait? Mais l'État a coupé la licence. Mais quand l'État ne remplit pas son rôle de chien de garde, il faut qu'il y ait des gens de bien dans ce métier-là qui disent, écoutez, ce gars-là, il va trop loin. Il faut se dissocier de lui ou d'elle et lui couper le sifflet. Ce directeur de médias, ce directeur de radio, il va trop loin, il faut lui couper le sifflet. C'est une question d'avenir pour notre jeunesse. C'est une question d'avenir pour notre peuple.
En terminant, ne vous demandez plus pourquoi nos populations dans nos pays africains, pourquoi nos populations dans des pays de Noirs, pourquoi notre population en Haïti s'accommode de tout. Eh bien, notre population, nos populations s'accommodent de tout parce que les lieux de diffusion d'idées s'accommodent de tout. Quand vous avez des médias qui s'accommodent de la crise du carburant, mais la population se résigne. Quand vous avez des médias qui arrêtent d'être critiques ou qui perdent leur distance vis-à-vis des ambassades, vis-à-vis du secteur privé, vis-à-vis des dealers de drogue, vis-à-vis des bandits, eh bien, la population s'accommode aussi de cela. Mais c'est de notre pays qu'il s'agit, les amis. Ce n'est pas un politicien qui va changer les choses si les lieux de conception de la pensée et de diffusion de la pensée ne se ressaisissent pas. Quand vous avez des médias prostitués, quand vous avez des médias qui font dans l'indifférence, qui font dans l'aliénation, qui font, n'est-ce pas, dans l'abrutissement, vous avez une population abrutie. Dans mon dernier livre, Être noir, une fabrication occidentale, j'ai démontré comment les médias, au fait, sont utilisés, sont instrumentalisés par nos ennemis, tant internes qu'externes, pour nous abrutir. Parce que lorsque les médias font dans la distraction, eh bien, nous avons une population indifférente. Et vous allez voir, quand vous avez des médias qui sont conscients, qui sont éveillés, quand vous avez des diffuseurs d'idées, n'est-ce pas, qui s'engagent et qui désirent tirer les populations vers le haut, vous avez une population qui est effectivement tirée vers le haut. Mes chers amis influenceurs, mes chers amis des médias, médias parlés, médias écrits, médias, n'est-ce pas, audiovisuels, nous avons une énorme responsabilité vis-à-vis de nos populations. Nous avons pour devoir de les éclairer. Nous avons pour devoir de les tirer vers le haut. Mais pour ce faire, nous devons garder notre distance vis-à-vis de tous ceux qui tendent à nous corrompre. Les ambassades étrangères, le secteur privé des affaires, les politiciens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont dans l'opposition, les bandits, n'est-ce pas? Eux qui ont beaucoup d'argent, les dealers de drogue. C'est un métier très difficile, vous savez. C'est un métier qui requiert souvent de la solitude parce que nous devons arbitrer à chaque fois pour nous retrouver seuls. Mais cela en vaut la peine, les amis. Si nous acceptons de nous prostituer et de devenir des marchands de micros, nos populations resteront, hélas, aliénées. Je vous recommande donc la lecture de ce dernier livre. Vous le trouverez sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Lisez-le en famille, en groupe. J'ai des amis qui m'écrivent pour dire, écoutez, dans leur groupe de réflexion, eh bien, ils lisent le livre ensemble et ils passent à travers chaque chapitre et essaient d'en faire des sujets de réflexion. Bravo, c'est ce que je veux. C'est qu'on réalise que si nous en sommes là dans nos crises, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est quelque chose qui a été pensé par nos amis, par nos ennemis, dis-je. Et nos ennemis tiennent nos médias par les tripes. Ils leur disent, si vous voulez manger, vous allez devoir faire affaire avec nous. Et en faisant affaire avec eux, nos gens de médias signent tout simplement un pacte avec le diable. Au fait, je termine. Ce que l'haïtien appelle marchand de micro, c'est tout simplement le reflet de la perte de valeur de nos sociétés. Et si notre société doit retrouver ses repères et ses valeurs, les médias doivent donner l'exemple. J'espère vous avoir été utile. Partagez cette émission. Faites-la entendre par des gens justement qui ont de l'influence et qu'enfin ils reconnaissent qu'ils ont une responsabilité dans la crise actuelle. J'espère donc vous avoir été utile. Merci d'avoir été là jusqu'à la présente minute. On se retrouve la semaine prochaine
pour une autre émission du même genre. Achetez mon dernier livre, lisez-le, discutez-en partout et que nos idées pour l'éveil de nos populations soient répandues de plus en plus loin. Merci, au revoir.